Salut Shannon, Salut Florian, ça va? ça va super et toi? Ça va. Un petit peu fatiguée, mais ça va aller. On arrive vers la fin de l'année après, hein, c'est normal. C'est ça. Avec la fin de l'année, il y a eu un grand événement cette semaine. Bon, ça s'est un peu éternisé, comme on disait tout à l'heure. Le Black Friday! Oh là là, on en a entendu parler et je pense qu'on en a rarement autant entendu parler cette année. Avec le Covid, tout ça, il y a eu des polémiques de décaler le Black Friday et tout. Donc ouais, c'était quand même un mois assez chargé là-dessus en termes de polémiques. Donc il faut savoir donc, le Black Friday, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut quand même l'expliquer. Donc c'est le vendredi noir ou vendredi fou, tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. C'est américain de base. J'ai trouvé le petit truc et ça a été importé en Europe dans les années 2010. Et l'idée, c'est d'importantes réductions sur plein de produits pendant 24 heures, en principe, parce qu'en pratique, c'est pas 24 heures, n'est-ce pas, Shendon? C'est ça. Non, là, ça. Alors, bon, 24 heures, ça s'étend parfois au week-end. Là, ça s'est étendu sur 2 semaines. Ah, Mais littéralement. juste, du coup, je reviens sur un truc. Tu as dit que ça venait de l'Amérique. C'est lié à Thanksgiving, je crois. Oui, en fait, c'est juste après Thanksgiving et c'est pour. Alors, dans la tradition, et après, il y a plusieurs interprétations, mais c'est pour marquer le coup d'envoi de Noël. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, pour les Américains, du coup, il y a Halloween fin décembre, ouf, Ah, fin octobre. octobre, fin octobre, et eux, bon, bah, Halloween, ils prennent tout au sérieux hein, là-bas, donc c'est vraiment incroyable les fêtes d'Halloween là-bas. Ensuite, du coup, c'est le troisième jeudi du mois de novembre, non? Pour Quatrième. Thanksgiving, quatrième, Ouais. je sais jamais. Donc, Thanksgiving le jeudi soir, et du coup, le lendemain, Black Friday. Sauf que le problème, c'est que cette année, en France, du moins, il y avait le confinement, le reconfinement. Et du coup, la grande polémique, c'était que le fait qu'il y ait le Black Friday pendant le confinement, quand, du coup, il y a encore une semaine, quand les commerces n'étaient pas encore ouverts, ça allait poser problème pour justement les petits commerces qui n'ont pas forcément de site internet sur lesquels on peut commander. Parce que bon, il y a des grands sites, que ce soit Amazon, Fnac, je sais pas, Boulanger ou d'autres grandes enseignes sur lesquelles on aurait pu commander et du coup participer au Black Friday le jour même, sauf que ça posait problème pour les petites librairies, par exemple, ou les petits commerces qui n'auraient pas pu participer et du coup, il n'y avait plus d'égalité en fait. Donc, ils ont repoussé. Alors, le gouvernement français a demandé à ce que ce soit repoussé donc, cette semaine, donc vendredi 4 décembre. Sauf que qu'est-ce que tout le monde a fait, enfin, beaucoup ont fait, c'est que du coup, les grandes enseignes, comme par exemple, je pense à la Fnac, ça fait du coup plus d'une semaine qu'ils Mhm. sont en En Black Black Friday. Friday. En fait, ils ont ouvert des promotions dès vendredi dernier, avec qui n'ont pas le nom de Black Friday, forcément, mais des promotions comme des journées privées, voilà, des petites promotions, tout ça. Et là, il y a eu vraiment le Black Friday cette semaine, mais du coup, ça s'est éternisé. On recevait plein de. Enfin, moi, en tout cas, j'ai reçu plein de mails de partout. J'ai vu des promos partout dès que j'allais sur les réseaux sociaux. C'était ouais, un petit peu long quand même. Littéralement, et puis un peu, ça a fait polémique dans un premier temps parce que, comme tu l'as dit, certaines entreprises ont fait un Black Friday qui est un peu déguisé, notamment Zara. Les internautes ont complètement fait, enfin, il y a eu un bad buzz du côté de Zara dans la mesure où Zara avait commencé le Black Friday le jeudi et tous les stocks ont été vidés avant le vendredi. Sauf que ça, pas beaucoup de gens le savaient, ce qui fait que beaucoup de gens n'ont pas pu en profiter de ce Black Friday. Donc ça aussi, ça fait polémique, tout comme en effet ceux qui ont commencé il y a bien longtemps et qui continuent encore. Certains continuent encore là aujourd'hui, demain, mais sous des noms très différents. Après, il y a aussi, comme tous les Black Friday et comme toutes les remises qui existent, certaines polémiques qui sont soulevées notamment par l'UFC Que Choisir. Alors, c'est pas forcément une polémique, mais c'est plutôt un mécanisme qui est propre aux réductions, c'est-à-dire que les entreprises, les enseignes augmentent artificiellement les prix et ensuite vont appliquer la réduction pour te donner l'illusion que le prix qu'on propose est inédit. Alors que ça se trouve, le prix qui existe là, bah, il existait déjà avant, ou alors le prix était légèrement plus élevé en temps normal. Donc il y a aussi un peu cette façon de berner le consommateur, de le pousser à acheter, qui est assez discutable, j'ai envie de dire. Ah non, mais clairement, et puis c'est aussi même côté écologie, c'est pas du tout un événement qui fait du bien à la planète, hein, parce que forcément, du coup, beaucoup de commandes, donc beaucoup d'achats inutiles.
enfin inutiles, enfin, après tout est relatif, mais des achats qui sont plus ou moins voilà, discutables. Parce que voilà, comme tu dis, ça, le fait d'avoir des promotions, on se dit oh là là, c'est une grosse affaire, bah faut que je l'achète. Et le problème, c'est que bon, bah parfois, vu que c'est quelque chose d'assez rapide, on n'y réfléchit pas forcément. Et du coup, on se dit bon, bah allez, go, j'achète. Et voilà, et peut-être que dans 3 mois, ce que tu as acheté, ça va finir à la poubelle ou au fond d'un placard, on ne sait pas. Clairement. Et voilà, et après, le côté commande aussi excessive, où du coup. Il y a le problème de tout ce qui est, par rapport à l'écologie, de toute façon, tout ce qui est commande, en fait, faire livrer chez nous, c'est pas du tout écologique, dans le sens où ça oblige à avoir beaucoup de, comment dire, de déplacements sur les routes, sur les camions, tout ça, qui, du coup, ça augmente les gaz à effet de serre, si je me trompe pas. Exact. Donc, bref, tout un mécanisme qui est compliqué et qui fait que ce Black Friday est intéressant et en même temps très polémique. Exactement. Et alors, 2 petites anecdotes pour faire le tour du sujet. Il faut savoir que alors, le Black Friday, il n'y a pas vraiment eu de date vraiment à partir de laquelle le Black Friday a débuté aux États-Unis. Disons que le mot est apparu dans les années 1950, mais c'était pas. Enfin, on ne disait pas vraiment que le Black Friday était associé à ces réductions, ou alors voilà, on n'avait pas ce rapprochement-là qui était fait à l'époque. Et puis, c'était pas partout pareil dans le pays, plutôt vers l'ouest, c'était dans les années 60-70. Et il y a d'autres. Pardon? En même temps, excuse-moi, je te coupe, mais dans les années 50, je pense qu'il n'y avait pas encore ce côté société de consommation qu'il y a aujourd'hui. Enfin, ça a commencé aux États-Unis, figure-toi. Pas trop Oui. en Europe, mais plutôt aux États-Unis. Et mais ça commençait tout juste, en effet. Donc, c'était pas très popularisé. Et puis, c'était pas très courant d'avoir ce genre de réduction, quoi qu'il arrive. Mais finalement, les premières grandes réductions de ce type-là remontent à 1929, avec la Grande Dépression qu'il y a eu aux États-Unis au mois d'octobre. L'idée, c'était de redynamiser l'économie. Donc, on baissait les prix, on incitait les gens à consommer. Donc, c'est l'une des origines du Black Friday. Et autre chose, figure-toi que depuis 1987, il y a eu une comptabilisation des morts et des blessés à cause du Black Friday. Ça a fait des victimes, notamment 12 morts, 117 blessés en 30 ans. C'est notamment le cas de personnes qui se font piétiner. Il y en a qui sont piétinés et qui sont morts. Bah, littéralement, on en a entendu parler aux infos. Rarement, mais on entend parler. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant. Ça montre aussi la brutalité des individus face. C'est ça, en fait. Bon, cette année, je pense que c'est un peu spécial avec ce côté jauge où les gens doivent faire la queue avant de rentrer dans les magasins. Mais c'est vrai qu'on a vu des vidéos, des scènes où le matin, les gens attendent que les magasins ouvrent. Ils se mettent à courir, à se battre pour les articles. C'est un peu, on a l'impression qu'on revient un peu à cet état sauvage. Ça révèle un peu le pire qui est en nous, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, c'est très, très égoïste. C'est très, très égoïste, c'est clair. Mais bon, on va passer un peu plus de douceur maintenant. Que ce Black Friday, bon, ça a des bons côtés, mais ça a beaucoup de côtés très discutables. Mais ce qui va compter et ce qui a rythmé notre semaine avec Shannon, c'est un film marquant. 120 battements par minute, Shannon. Oui, alors il est passé lundi sur France 3. Alors moi, c'est un film que je n'avais pas vu. Flo, toi, tu l'avais vu, je crois. J'ai vu 2 fois. Ok. Donc moi, je l'avais jamais vu. Donc c'était mon premier visionnage de ce film, on va dire. Donc c'est un film qui est sorti, je sais plus, 2017, Oui, je crois. 2017, ouais, c'est ça. C'est 2017. Robin Campillo qui l'a réalisé, je sais plus. Robin Robin, Campillo. ouais. Robin Campillo. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà. Mais donc c'est un film qui qui a beaucoup plu pour beaucoup et qui a fait beaucoup parler de lui au Festival de Cannes. C'était du coup 2016 ou 2016 je pense. Ouais. Et voilà. Et du coup en fait il a alors beaucoup parlé de lui, mais il n'a pas gagné la Palme d'Or. Il a gagné seulement le Grand Prix. Seulement, c'est pas mal. Oui, en fait, le problème, c'est que apparemment beaucoup attendaient qu'il allait remporter la Palme d'Or. Il a fait quand même pas mal de. Oui, il a fait quand même pas mal parler de lui. C'est ça. Et le problème, c'est que du coup, le problème, c'est pas un problème, mais voilà, quand il y a eu un énorme succès,
au moment du visionnage. Et du coup, tout le monde s'attendait à la Palme d'Or. Et en fait, finalement, juste le Grand Prix, mais c'est déjà très, très bien. Oui, du coup, c'est The Square de Ruben Östlund. Je ne sais pas si je le prononce bien du tout, mais qui a remporté la Palme d'Or cette année-là. Parenthèse, vous trouverez un avis critique sur la sélection spéciale, le film. Je sais plus on a fait une sélection spéciale sur The Square. J'en ai parlé. N'hésitez pas à aller le voir. Oui, dans le spécial de Cannes, c'est ça? Des films de Cannes? Exactement. Exactement. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça sur notre site internet. Voilà, du coup, donc cette année-là, il s'est fait voler la vedette, mais il a fait beaucoup parler de lui. Et alors, moi aujourd'hui, donc je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télé forcément, mais j'ai l'impression que mon avis reflète un peu ce que j'ai vu. Donc moi, j'utilise beaucoup le site Allociné pour justement voilà, vous parler des films et tout ça, pour avoir des informations assez fiables. Et en fait, quand je suis allée voir les critiques des spectateurs, c'est très hétérogène. C'est très. Soit ils n'ont pas aimé du tout, soit ils ont aimé, mais il y a eu quand même pas mal de trucs qui sont pas ouf, et soit ils ont adoré, quoi. C'est vrai que c'est. Et je pense que c'est aussi, ça reflète beaucoup le côté choc de ce film, qui est un film en fait engagé. Je sais pas si Flo, tu veux raconter un peu le synopsis. Oui, alors en quelques mots, ça raconte en fait le Paris des années 90, notamment à travers une association ACT UP qui milite justement contre, enfin, pas contre, mais pour faire avancer la recherche contre le sida, parce qu'à cette époque-là, le sida est tout nouveau, il n'y a pas de traitement efficace qui a lieu pour notamment les couples homosexuels. Et donc, il y a des actions qui se déroulent durant tout le film pour justement pousser les laboratoires pharmaceutiques à faire avancer la recherche, et surtout à dévoiler la vérité, parce que certains traitements ont eu des effets secondaires et ont tué des personnes ou n'étaient pas du tout efficaces. Donc en fait, on suit vraiment toute cette association et en parallèle, on suit un peu la vie de ces jeunes, donc un Paris un peu dévergondé des années 90 et qui tourne surtout autour d'un couple, enfin de deux garçons, dont l'un est quand même gravement malade et dont les jours sont globalement comptés. Et donc, on a vraiment ce parallèle entre les actions militantes. Il faut savoir que ACT UP, c'était, ça l'est encore, mais c'était une organisation un peu, on va pas dire extrémiste dans le sens où on connaît, mais du moins qui faisait des actions très poussées, qui allaient directement dans les entreprises. C'est notamment ACT UP, juste Shannon, qui a mis une capote sur l'obélisque à la Oui, Concorde. non, ils en parlent justement dans le film, enfin, ils l'évoquent dans le film. Alors, ACT UP, apparemment, du coup, de ce que j'ai lu, c'est une association qui est née en fait aux États-Unis. Aux États-Unis, ouais. Et il y a eu une dérive en France, ACT UP Paris, ils ont appelé ça comme ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un film qui se passe dans les années 90. Et nous, aujourd'hui, on est habitués en fait aux réseaux sociaux, aux portables ou aux médias en général, ou la diffusion en fait d'actions comme ça mais que ce soit enfin peu importe les associations, sont très médiatisées et du coup on peut très vite connaître ce qui se passe. Cette époque-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas vraiment d'internet, tout ça. C'était vraiment Et justement, en fait, bien. c'est là aussi l'une des actions d'ACT UP, c'est qu'ils jouaient beaucoup sur les médias. Ils voulaient Oui. vraiment se faire remarquer à fond pour faire passer des messages. Ce qui est intéressant et l'on voit dans le film, c'est que les médias se résument principalement à la télé. Et on voit dans le film, c'est assez marrant, ces vieilles télés cathodiques où elles sont énormes. Ouais, Mais on a un peu connu ça quand même. Moi, j'ai un peu connu ça perso. un peu comme ça, non mais clairement, mais c'est vrai que du coup, ils sont beaucoup moins médiatisés et en fait, apparemment, c'est l'une des seules associations, si je peux dire ça comme ça, qui réussissait vraiment à avoir des grosses actions, à jouer sur les médias, comme tu l'as dit, et aussi en fait à avoir des réunions, à réussir à rassembler tous leurs, comment on dit, leurs adhérents, je sais pas si on peut Ouais, dire ça comme ça. c'est des adhérents, ouais, c'est ça. Oui, pendant des réunions hebdomadaires pour justement débattre, parler de des actions qu'ils allaient faire, justement on le voit dans le film, de débattre, enfin faire un débrief sur les actions précédentes, voir ce qui a cloché, tout ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir ce côté-là. Beaucoup disent que ce film a un côté quasi documentaire pour justement montrer comment ça se passait, parce que je trouve quand même que ces scènes sont vraiment
mise en scène de façon plutôt réaliste. On voit quand même, que ce soit au niveau des réunions, que ce soit au niveau des événements, des actions qu'ils font. C'est vraiment plutôt réaliste, j'ai trouvé. Oui, exactement. Et alors justement, je reviens juste sur un point quand tu dis les médias se résument essentiellement à la télé. Un parallèle, c'est que dans le film, il y a, je crois, une mention au journal Le Monde, mais la seule mention qui est faite, c'est contre. En fait, entre guillemets, elle est très défavorable aux actions de l'association. Donc oui, mais c'est vrai que c'est fortement traité par la télé. Et puis oui, quand on fait le parallèle avec ce qui s'est vraiment passé, parce que tout ce qui est dans le film, c'est vrai. Toutes les actions qui ont été menées, c'est vrai. On peut trouver des photos sur Internet, notamment il y a une action où ils vont dans les bureaux d'un laboratoire et ils jettent du faux sang partout. Donc ça, pour le coup, c'est vrai. Des personnes qui se mettent par terre dans la rue, c'est vrai. La capote, c'est vrai aussi. Donc tout ce qui est… Bon, c'était pas entré dans le film, ils en ont parlé. Mais oui, finalement, en fait, ça se veut plus comme un documentaire qui retrace les différents événements dans l'ordre chronologique, finalement, avec les meetings. Et le meeting, justement, c'est ça aussi la force, c'est que ça ne rassemblait pas que des personnes gays, ça rassemblait aussi des personnes qui avaient des proches qui étaient victimes du sida, qui étaient à l'époque pas connus. Notamment, il y a un maire et son fils qui sont là. Une mère et son fils. Une mère. Je vais voir mon orthographe juste après l'émission. Et oui, donc ça rassemble des personnes qui sont d'horizons très différentes. C'est ça qui fait aussi la force d'Act Up. Et justement, moi, ces personnages, la mère et son fils, ça m'a beaucoup touchée parce que finalement, il y a beaucoup de débats et même après, quand ils font des actions, on voit. Alors moi, ça m'a beaucoup choquée, mais en même temps, c'est vrai que c'était le début. L'épidémie de SIDA, durait depuis 10 ans au moins à ce moment-là, mais beaucoup de personnes encore qui disaient non mais en gros c'est ce déni en fait que ou cette croyance que le sida ne pouvait se transmettre qu'entre personnes homosexuels, c'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment des personnes, à un moment donné, il faut une action dans un lycée, je crois, et il y a une fille, une élève qui, du coup, distribue des capotes, des préservatifs, et il y a une fille qui lui dit non, mais moi, j'en prends pas, c'est bon, je suis pas comme vous, quoi. Et en fait, finalement, aujourd'hui, c'est assez irréaliste comme nous, après, on est quand même vachement. Il y a beaucoup de prévention aujourd'hui pour justement l'utilisation de préservatifs, que ce soit pour tout type, toute orientation sexuelle, tout type de couple. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à quel point les gens étaient dans le déni, que ces personnes-là étaient vues comme des pestiférés un peu, où voilà, c'était, il n'y a que vous en fait, et nous, voilà, nous, limite, on veut pas vous toucher, quoi, restez loin de nous, quoi, c'est terrible parce que je sais pas, moi, j'ai fait beaucoup de parallèles, je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est aussi le contexte, mais où ça reste une épidémie, et j'ai un peu pensé au Covid, en fait, et le Covid touche tout le monde. Et en fait, là, le Covid, alors, c'est pas du tout la même maladie, ça se présente pas de toute la même manière, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça touche tout le monde, le Covid, et on se débat là, même pas un an après, on a déjà des vaccins apparemment. Le sida, ça dure depuis tellement d'années, et alors certes, il y a des traitements qui permettent aux personnes séropositives de vivre avec le sida jusqu'à la fin de leur vie, apparemment jusqu'à vers 80 ans, mais ils restent quand même avec la maladie, et ils restent quand même avec cette peur de le transmettre à quelqu'un, pardon. Et du coup, c'est vrai que c'est assez irréaliste en fait de se dire qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de réel traitement pour éradiquer cette maladie, où il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de… Je sais pas, c'est assez irréaliste. C'est d'autant plus vrai que, donc, comme tu dis, ça fait quand même 30 ans qu'il y a des campagnes chaque année pour financer la recherche contre le sida. Apparemment, les chercheurs sont plutôt sur la bonne voie pour trouver un traitement efficace, mais c'est vrai que c'est encore compliqué de trouver un traitement, et la seule solution, c'est mettre une capote quand on va au lit. Il faut savoir que c'est une pratique qui n'était pas très évidente à l'époque, hein. C'était pas inné, enfin, entre guillemets, acquis, j'ai envie de dire plutôt, de mettre une capote quand on va faire l'amour. Maintenant, c'est un peu devenu la norme. C'est vrai qu'il y a eu ces Et changements. encore, Ouais. Et encore, apparemment, il y a encore certaines personnes qui
qui n'en mettent pas. Et du coup, c'est la preuve encore que... en fait, j'ai lu un truc comme quoi il y avait encore beaucoup de contamination de sida et qu'apparemment, la cause, ce serait parce que justement, les gens se disent, bon, c'est bon, il y a un traitement qui est qui n'éradique pas la maladie, mais du coup, qui permet de vivre avec. Enfin, il y a une certaine, en fait, de confort dans le sens où, bon, c'est bon, enfin... Aujourd'hui, on peut avoir moins peur parce que finalement, en fait, ce que montre beaucoup de films, c'est l'inquiétude, c'est comment, justement, il y a les personnages témoignent en fait de comment eux, ils ont vécu quand l'annonce du sida, quand ils en ont entendu parler pour la première fois, alors que eux-mêmes, ils avaient déjà eu des rapports sans préservatif. Donc, vraiment, je trouve ça intéressant dans ce film de voir en fait l'inquiétude, ce côté, du coup, il y a cette histoire d'amour entre les deux personnages, Nathan et Sean. Et en fait, il y en a un, comme tu l'as dit, qui est très malade, mais ça ne les empêche pas quand même de vivre et de vivre avec leurs désirs, de les assouvir. Mais le problème, c'est qu'il reste, il y a une inquiétude quand même qui reste. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce côté, finalement, où à cette époque-là, ils ne savaient pas trop... oui, c'était encore... Ils avaient un peu, genre, ils savaient pas sur quel pied danser parce que finalement, voilà quoi, tu peux pas. Surtout qu'en plus, voilà, comme je dis, c'était des pestiférés entre guillemets, donc finalement, on leur faisait comprendre que c'était un peu leur faute. À cause de leur orientation sexuelle, alors que c'était pas du tout le cas parce que même des personnes hétérosexuelles peuvent se le transmettre et même entre une mère et son enfant, parce que j'ai vu ça, je ne savais pas qu'apparemment ça pouvait se transmettre par le lait maternel. Donc c'est pas du tout, même si c'est apparemment la plus grosse cause de transmission, les rapports homosexuels, c'est pas forcément, il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir à cette époque-là, vu la façon dont on les regardait, comment eux, ils ressentaient les choses en fait. Exactement. Et ouais, c'est ça qui est assez fort dans le film, comme tu dis. Hein. C'est un peu l'idée de, dans une époque un peu de transition, on découvre vraiment de nouvelles maladies. Et on a des personnages qui sont conscients du problème et qui pourtant ne savent pas trop en effet comment se positionner et profitent un peu. C'est un peu ça, c'est comme tu dis, c'est insouciance. Et ça, c'est très caractéristique de l'époque des années 80-90. Maintenant, on prend plus le problème au sérieux, beaucoup plus qu'à l'époque. À voir surtout qu'à l'époque, il y avait quand même eu 30 000 morts et encore, c'est une sous-estimation du nombre de décès dus au sida. Donc là, bon, c'est un message qu'on se dit à nous, mais qu'on dit à tout le monde. Hein. Encore, vous le savez tous, mais il faut faire des dons pour faire avancer la recherche, absolument pour le site d'action. Il y a des journées qui sont dédiées dans l'année, mais les dons se font toute l'année, quoi qu'il arrive. Tout comme, ouais, vas-y. Je veux juste dire une dernière chose sur le film 120 battements par minute. On s'est un peu éloigné du film en lui-même, de sa qualité, son scénario, tout ça. On a beaucoup parlé du sujet polémique de l'époque, mais ça reste, je tiens quand même à dire, ça reste un film où c'est pas un film à voir à tout âge. Ça traite quand même de sujets très importants. Il y a des scènes qui sont explicites. Au moins de 12 ans, je crois. Hein. Je sais pas. Alors, moi, du coup, je me souviens plus, mais oui, il y a en tout cas sur Allociné, c'est marqué qu'il y a des avertissements, mais il n'y a pas d'interdiction d'âge. Je pense qu'à la télé, ils l'ont mis, mais si jamais voilà, vous le louez, parce qu'il n'est pas sur les plateformes de streaming, mais si jamais vous le louez pour le voir ou ça, avec des précautions, parce qu'il y a des scènes fortes, une fin qui est quand même très choc, entre guillemets. Je ne vais pas en dire plus, mais voilà, des scènes explicites de relations sexuelles, tout ça. Donc, voilà, avec des précautions parce que ça peut être un peu choquant pour certaines personnes. Voilà, je tenais juste à dire ça avant de continuer sur le sujet dont tu voulais parler. Oui, parce que bon, en parallèle avec le sida, il y a aussi d'autres maladies qui malheureusement font des ravages chaque année et qui touchent essentiellement les enfants, mais ça touche les personnes à tout âge. Et à cette occasion-là, il y a des journées dédiées pour faire des dons. Et depuis hier est lancé, enfin depuis vendredi, parce qu'on est samedi quand on tourne, vous le savez très bien, et donc ça a commencé hier, mais c'est jusqu'à dimanche soir. Il y a un marathon télévisé qui s'appelle le Téléthon, qui se déroule sur les chaînes de France Télévisions, donc la 2, la 3, la 4. L'idée, c'est de récolter un maximum de fonds pour financer la recherche, des projets de recherche sur les maladies qui sont génétiques, neuromusculaires, comme on appelle ça, et d'autres maladies génétiques qui sont plutôt rares et qui touchent essentiellement les enfants. Donc, c'est les enfants qui sont mis notamment en avant lors de ces émissions.
il faut savoir que c'est un marathon de plus de 60 heures, quelque chose comme ça. Et ça consiste en la réalisation de défis. On va, les animateurs vont à travers la France pour aller à la rencontre aussi de chercheurs, d'enfants malades également, pour inciter à faire des dons. Il faut savoir que ça existe depuis 1987 et c'est pas français, le Téléthon. Ça existait déjà aux États-Unis. Ouais, comme quoi on prend tout des États-Unis. Donc eux, ils ont commencé au début des années 80. C'était un petit marathon, c'est quand même pas mal, 22 heures de studio quand même. Et ils avaient déjà quand même récolté 30 millions d'euros. Bon, actuellement, nous, pour 60 heures, on récolte entre 80 et 90 millions, même si le record absolu, c'était en 2006, avec plus de 106 millions d'euros pour la recherche, de promesses de dons, en tout cas, ce sont des promesses de dons qui sont faites. Et justement, avec Shannon, en direct, on va faire un don. Alors, on s'est consulté avant, on a préparé un peu le terrain, parce que sinon, ça allait prendre trop de temps. On a dit qu'on voulait donner 10 euros chacun. C'est ça. Donc, je montre ici le… Oula, ça s'est éteint. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, hop, voilà, le don, il est fait ici. Je vous montre pas mes informations de paiement. Je crois que je ne les ai même pas encore renseignées. Et on va faire donc un don de 20 euros. Ce sont des petits dons, mais si tout le monde fait ce genre de petits dons, on va arriver à des sommes assez importantes pour la recherche. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Il faut simplement aller sur taper téléthon.fr et vous pouvez faire des dons du montant que vous voulez. Vous pouvez faire même des dons de 100 ou 1000 euros si vous avez beaucoup d'argent, pas comme nous. Et, vous pouvez très bien faire des dons de moins de 10 euros hein, si vous voulez. Bien sûr, même 5 euros, ça marche très bien. D'ailleurs, AFM, est-ce que tu sais ce que ça veut dire quand on dit l'AFM Téléthon, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. C'est-à-dire l'Association française contre les myopathies. Voilà, donc c'est qui finance la recherche. Je connais mon code de carte bleue par cœur. Waouh. C'est que j'ai fait trop d'achats pour le Black Friday. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est fait. Quasiment. Je crois que… Oui, c'est bon. Merci de votre soutien au Téléthon. Je pense que c'est à l'envers, mais c'est pas grave, vous avez lu le texte, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le Téléthon. N'hésitez pas à faire des dons. Très bien. L'occasion est pour. Et surtout… Vas-y. Non, c'était juste que je voulais dire, voilà, des dons tout au long du week-end, mais je crois que, comme tu disais avec le sida, on peut en faire toute l'année, je pense. Oui, exactement. Donc, la cagnotte est toujours ouverte. Et enfin, on termine sur une fête que Shannon, tu aurais bien aimé assister. Mais qui s'est transformée. Assister, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde. Je sais pas si vous voyez de quelle fête je veux parler. C'est une fête lyonnaise qui, cette année, n'est pas du tout comme les autres. Alors, l'année en général n'est pas du tout comme les autres, mais là, cette année, vraiment, même pour la fête des Lumières, donc, à Lyon, n'est pas du tout comme les autres. Donc, la fête des Lumières, c'est une fête qui se passe autour du 8 décembre chaque année à Lyon. Fête des Lumières, voilà, il y a plein de spectacles avec justement des jeux de lumière dans tout Lyon, dans la plupart des quartiers presque, même si ça se concentre énormément dans le centre, donc tout ce qui est Presqu'île, Vieux-Lyon, Fourvière, et on a pas mal aussi au parc de la Tête d'Or. C'est vraiment très joli. Le problème, c'est que ça fait venir beaucoup de monde à Lyon. Ouais. Donc, pour les Lyonnais et les Lyonnaises, c'est un peu, c'est un peu barbant. Il y a vraiment énormément de monde. Les métros sont vite bouchés, il faut faire de la queue parce que ces dernières années c'est très bien réglementé, donc faire la queue pendant plusieurs minutes, voire presque une heure parfois à certains endroits pour attendre parce que c'est des spectacles éphémères qui recommencent sans arrêt. Donc pour ceux qui connaissent, souvent le plus beau, le plus important, c'est celui de la cathédrale Saint-Jean. Et en fait, à chaque fois, c'est des tours, des circuits. Ça fait, c'est assez important. C'est une fête du coup, à laquelle j'ai assisté ces 2 dernières années. Mais voilà, c'est vrai que c'est super beau, c'est vraiment extraordinaire, c'est magique. Mais voilà, il y a du monde, c'est pas facile parfois c'est pas forcément agréable. Surtout que le 8 décembre, il faut se l'avouer, parfois il pleut. Donc la première année que je l'ai fait, et j'étais avec ta sœur Florian en plus, et il pleuvait le soir on y allait, au début de la soirée il pleuvait, c'était horrible. Mais voilà, c'est vrai qu'après ça peut être hyper intéressant.
Et la ville de Lyon, elle est vraiment vivante, en fait, jusque tard dans la nuit. C'est vraiment incroyable. Voilà, c'est vraiment très beau. Est-ce que, par contre, Florian, tu sais d'où vient la fête des Lumières? Bon, avec ma culture extraordinaire et très, très cultivée, ma culture cultivée, je pense que ça vient des Frères Lumière, mais Pas du pas du tout. tout. Ah Pas du putain, je tout. pensais la péter et tout. J'ai rien préparé en plus, hein, c'est pas vrai, j'ai rien préparé. Non, alors ça vient en fait à la base d'une fête religieuse, Ah, euh, comme beaucoup de fêtes en France, hein. Ça vient d'une fête religieuse. En fait, beaucoup connaissent à Lyon la basilique Fourvière, sur la colline de Fourvière. Et donc, en fait, Lyon est, entre guillemets, s'était mise sous la protection, on va dire, de la Vierge Marie. Et la basilique Fourvière, enfin, je m'y connais pas assez, hein, au niveau religion, niveau architecture, tout ça, mais voilà, en gros, si vous voulez, la basilique Fourvière, elle rend, entre guillemets, hommage à la Vierge Marie. Et en fait, pourquoi la Vierge Marie? Parce que, donc, les religieux, donc ça remonte au Moyen-Âge, vraiment très très vieux. Donc au Moyen-Âge, il y a eu la peste en France et elle arrivait du sud de la France. Sauf que donc à Lyon, ça a été beaucoup de stress à ce moment-là parce qu'ils avaient peur que la peste arrive à Lyon et ça a fait beaucoup de ravages. La peste, je sais pas du tout des chiffres, mais bon, on sait tous que la peste c'était vraiment terrible. Et les religieux à Lyon ont prié la Vierge Marie et en fait ils ont prié et dans leur prière ils ont dit que si elle empêchait que la peste arrive à Lyon, si Lyon était épargné, ils continueraient chaque année de la prier. Et Lyon a été épargné. Est-ce que incroyable. c'est lié ou pas à la Vierge Marie? On ne sait pas, on ne saura jamais, je ne sais pas. Mais du coup, bah, ils ont tenu leur promesse et toutes les années, donc c'est le 8 septembre, normalement, qui fête la Vierge Marie. Donc 8 septembre, mais pourquoi? Pourquoi la fête des Lumières se passe le 8 décembre? Du coup, c'est la question que tout le monde se pose. Et donc, en fait, après, on passe au 19e siècle. Et donc, en 1850, il y a eu, en fait, un concours un concours pour construire une statue de la Vierge Marie pour mettre sur la chapelle, je crois, de Fourvière, sur la colline de Fourvière. Et cette construction, elle a duré, cette élaboration, elle a duré 2 ans à peu près. Donc c'est le sculpteur Joseph Hugues Fabiche qui, du coup, qui a réalisé la statue. Et le problème, c'est que du coup, elle devait être inaugurée le 8 septembre 1852, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crue de la Saône, et du coup, ils ont repoussé au 8 décembre. Et le 8 décembre, donc d'où la date, donc le 8 décembre, le problème, c'est qu'au début, il y a eu beaucoup d'intempéries, donc ils se sont dit, oh là là, on va devoir repousser encore une fois. Sauf que finalement, le ciel s'est dégagé au bout d'un moment, donc ils l'ont fait quand même, et apparemment, spontanément, les Lyonnais ont commencé à déposer ce qu'on appelle des lumignons, des bougies en fait sur leurs fenêtres pour illuminer la ville. Et donc, à la base, c'est ça la fête des Lumières, c'est justement mettre des bougies sur ses fenêtres. Après, du coup, à la fin 1989, je crois, ils ont commencé à illuminer les monuments, les sites patrimoniaux, tout ça dans Lyon, avec du coup des lumières, plus des bougies, mais voilà. Et pour finir, du coup, en 1999, c'est vraiment devenu la fête des Lumières avec des jeux de lumière comme on connaît maintenant, avec des artistes, des métiers de tout ce qui est, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais franchement c'est super beau. Mais du coup cette année elle est annulée à cause du Covid et du coup on Tu vas faire essaye, quelque chose, là. pardon. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Et ben on va en fait il y a beaucoup de promotions dans la ville pour justement revenir à la fête originale, c'est-à-dire mettre des lumignons sur nos fenêtres. Donc moi j'ai préparé mes petits lumignons que je vais mettre le 8 décembre. Alors normalement la fête des Lumières se passe pendant 4 jours autour du 8 décembre. Donc là ça aurait dû commencer aujourd'hui jusqu'à mardi, parce que mardi c'est le 8 décembre. Mais du coup là la vraie fête c'est le 8 décembre, donc le 8 décembre au soir. Normalement, les Lyonnais sont appelés à mettre des bougies sur leurs fenêtres. Exact. Et tu mettras une photo, bien sûr, sur les réseaux sociaux pour montrer que tu l'as respectée, cette tradition. Exactement. Hein. Si ça marche, hein, parce que ça se trouve, il sera en train de pleuvoir et les bougies vont s'éteindre. Tu mettras un petit parapluie.
hein, au-dessus pour le protéger. Commandé avec du feu, Florian. Ah oui, c'est vrai, merde. Bah, tu te débrouilles, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Ça va le faire. Mais écoute, merci Shannon, j'ai appris plein de trucs sur plein de choses sur la fête des Lumières. C'est très intéressant. Surtout que je me suis fait ken sur l'origine, mais au moins maintenant, je ne me ferai plus avoir. Et c'est sur cette belle note qu'on marque la fin de ce Entre nous numéro 5, Shannon. Exactement. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Alors, grosse semaine la semaine prochaine qui arrive. Normalement, vous avez eu du coup une promotion hier, samedi après-midi. Vu que nous, on tourne samedi, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a, Florian? Il y a une semaine dédiée à Noël, au film de Noël. Donc, on prend un petit peu d'avance. Mais on s'est dit pourquoi pas, hein, maintenant. Voilà, du coup, une scène, comme une semaine. Oh là là, Florian, aujourd'hui, on est vraiment... Mais voilà, une semaine spéciale, comme on a pu faire avec la semaine spéciale Festival de Cannes ou la semaine spéciale film d'animation. Là, c'est une semaine spéciale Noël, film de Noël. Donc, vous allez découvrir des avis de films de Noël, obviously. Et voilà, nos rubriques plus ou moins adaptées à Noël. Vous verrez tout ça dès lundi. D'ailleurs, lundi, il y a un gros dossier sur le dézoom sur le joli business des films de Noël. Il y a des chiffres qui pourraient vous intéresser, des films qui pourraient vous parler. Je trouve très, très intéressant de le faire. Il y aura l'actu un peu adapté, bien sûr, et un palmarès concocté par Shannon en fin de semaine. Donc, ne manquez pas ça. Et surtout, on se retrouve, Shannon et moi, la semaine prochaine pour un numéro de Noël d'entre nous. Spécial, parce qu'on respecte la semaine quand même. Hein. Exactement. Et en tout cas, d'ici là, on vous souhaite bonne fin de semaine, bon dimanche. Merci d'avoir vu cette vidéo. Portez-vous bien. Et puis, Shannon, on se dit à la semaine prochaine. Et restez sur les réseaux, on va vous bombarder. À bientôt, Florian. Ciao, ciao.